Shut up and sit down. Salut tout le monde, c'est Guy Baillargeon pour un autre épisode enlevant de Ensemble, on va plus loin. C'est un podcast immobilier où on parle pas tellement d'immobilier, bien que on parle plutôt des valeurs humaines, on parle de partenariat, puis on parle de ce qui nous anime, nous, et ce qui nous distingue, en fait, du règne qui nous entoure, c'est-à-dire cette capacité d'entrer en communication directe avec nos semblables et puis de faire des choses qui répondent à nos aspirations. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Gisabelle Cortès-Lépine et Jacques Lépine. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Ouais, je suis très, très content. En fait, c'est à la suggestion de mon très bon ami JF Tremblay, parce que on a eu la chance de vous avoir comme invité l'autre jour lorsqu'on a célébrer la fin de Flip Academy dans sa formule actuelle. Donc, je trouvais l'idée excellente. Alors, bienvenue encore une fois. Gisabelle, vous êtes une femme d'affaires qui est arrivée au Canada il y a quelques années. Oui. Et pour vous avoir suivi sur les médias sociaux, j'ai vu que vous avez connu une ascension fulgurante là, dans le domaine. Alors, premièrement, félicitations. Puis, ça me fera plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur vous, Gisabelle. Ah oui, merci beaucoup. Donc oui, ça fait presque 5 ans que j'ai arrivé au Québec. Mais pour moi, c'était vraiment un changement de vie parce que j'ai tombé à l'amour avec Jacques. Oui. Donc, j'ai devrais décider ma carrière, laisser ma famille, mon pays pour avoir une famille. Donc, pour moi, c'était vraiment mon rêve parce qu'après, j'avais une carrière professionnelle, mais j'étais seule de certaine façon parce que le plus que tu montes, le plus que tu es seule parce que tu travailles de plus en plus, tu voyages. Oui. Donc, c'est une formule dure à dire, mais aussi, je devrais faire un choix. Donc, quand j'ai connu Jacques, il était mon mentor pour 3 ans. D'accord. Et mon ami aussi, à distance. Oui. Donc, j'arrivais dans un moment dans ma vie que je me suis dit, écoute, Jacques, je ne me sens pas heureuse maintenant. J'ai perdu la passion de mon travail à cause de que je travaille tellement. Et j'arrive à la maison et je suis seule. Mm-hmm. J'arrive dans un hôtel et je suis seule. Mais c'est plate. Donc, je voudrais avoir une famille, mais dans cette rythme, qu'est-ce que je devrais faire vraiment? Donc, Jean m'a dit, tu devrais ralentir, réfléchir. Donc, j'ai arrêté ma carrière les derniers ans pour rester plus tranquille avec un horaire plus normal. Et dans cette année, c'est que Jacques et nous, on a développé une amitié plus profonde. D'accord. Et donc, on a débuté notre relation amoureuse. Et on a décidé, après 7 mois, que rester à distance, c'était très, très plate parce que pour moi, j'étais célibataire. Oui. Et aussi pour moi, avoir un couple, c'est vraiment la convivence jour à jour pour qu'on ait bien une personne. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai arrivé ici. Et au début, je devrais travailler seulement dans l'immobilier pour l'acquisition comme investisseur immobilier. Mm-hmm. Mais les choses ont changé quand Jacques m'a demandé si je voudrais être partie de la Société de crédit Immo-Québec avec mon parcours corporatif. Et je dis oui, mais bien sûr. Mais c'était vraiment une belle surprise de la vie. Ben oui, absolument. Donc, là-bas, je pense que c'était au Mexique. Oui. Vous viviez la vie que beaucoup de gens rêvaient de vivre. Oui, je crois. De certaines façons, oui. C'est l'avion, le voyage, le compte de dépenses, les beaux salaires, les avantages, le glam, hein? Un peu, on pourrait dire ça, avec un petit peu de bling-bling à travers tout ça. Mais le bonheur n'était pas là. Non.
Non. C'était dans d'autres choses. Donc, il faut l'avoir vécu pour pouvoir l'apprécier ou encore que ça nous fasse réaliser qu'on a besoin d'autres choses dans la vie. Hein? C'est ça. Exact. Hein? Oui. Oui. Ouais, c'était pour ça. Et même tes valeurs. Oui. Qu'est-ce que tu veux à long terme? Je pense que Jacques avait quelque chose à rajouter là-dessus. Oui, mais moi, je voyais les deux côtés de la médaille. OK. Comme tu disais, ça peut sembler glamour. Oui. Mais les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, c'est quasiment de l'esclavage. Alors, ils travaillent énormément, ils sont payés pour un certain nombre d'heures, mais ils leur font travailler 6 jours, 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Fait que moi, je la voyais aller, je dis, dans ma tête, c'est pas une vie. Non. Fait que je lui ai fait mention, je dis, c'est pas une vie. Moi, c'est ça, je suis Canadien, on ne travaille pas autant que ça. Mais travaillez, vous autres, autant que ça pour peu de reconnaissance et peu de revenus aussi par rapport au nombre d'heures qu'il faisait. Fait que ça lui a fait prendre conscience de la situation dans laquelle nous, on va là dans des tout inclus, tout est beau, mais lorsqu'on regarde derrière la porte où ces gens-là travaillent, c'est pas si drôle que ça en a l'air. Comme on appelle l'envers du décor. Exactement. Le behind the scenes. Oh, oui. Exactement. Puis alors, par mon questionnement, ça l'a amené. Je voulais l'amener à ce qu'elle décide par elle-même, mais non pas moi lui dire, c'est pas bon, fais ci, fais ça. Par mon questionnement, je voulais qu'elle découvre, qu'elle déduise par elle-même qu'il existe autre chose dans la vie. Tout à fait. Donc, c'est un peu comme, tu sais, quand quelqu'un nous dit « Ah, c'est cher », il faut toujours répondre « Mais c'est cher par rapport à quoi? » Exact. Donc, vous aviez de longues semaines de travail qui n'avaient pas vraiment de comparable pour vous, jusqu'à ce que Jacques vous dise écoutez, il y a d'autres façons de voir, il y a d'autres façons de faire. Donc, on avait un comparable, là. Un peu comme en immobilier, là. On a un comparable. Oui. Donc, à partir de ce comparable-là, il y a une réflexion qui s'est enclenchée. Je trouve ça fort intéressant. La méthode socratique, on pourrait dire. Oui. La réponse, vous l'aviez découverte au fur et à mesure. Exact. Il fallait que la réponse vienne d'elle. Et voilà. Après ça, le cheminement est beaucoup plus facile quand tu as pris conscience toi-même. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est une belle histoire. Puis un jour, un avion qui atterrit ici, vous êtes là, et voilà. Exactement. C'est vraiment... Non, écoutez, c'est quasiment digne d'un conte de fées, cette affaire-là. Là. Excusez, là, mais... Pour moi, oui. Pour moi, c'est un coup de foudre dès que je l'ai vu. Wow. Mais elle, c'était différent. Là. C'est sûr qu'il y avait quand même une bonne différence d'âge, qu'on pouvait remarquer. Mais moi, c'était un coup de foudre instantané lorsque je l'ai rencontré. Et dans ma tête, je me suis dit, un jour, il va y avoir autre chose. Oui. Donc, on est patient. On est patient. On est très patient. Avec l'âge, on devient patient. Et voilà. Et chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Comme on dit si bien. On faisait de la visualisation. Tout à fait. Et la loi de l'attraction a fonctionné. Absolument. Et à chaque jour, on se demande ce que je fais aujourd'hui, est-ce que ça m'éloigne ou ça me rapproche de mon objectif? Exact. Toujours dans cette même lignée. Là. Oh oui. Et de même, Jacques, il est un homme de parole. Ça, c'est ce qui m'a frappé, m'a fait tomber à l'amour avec lui parce que dès qu'il avait dit une chose, il l'a fait. Donc, ce sont des valeurs que vraiment, je pense que ça manque beaucoup dans la société, des fois. Et pour moi, c'était stressant. Une femme, je pense que pour nous, c'est important de sentir la sécurité. Même si tu es forte, que tu peux faire tout toute seule, savoir que tu es avec quelqu'un qui te protège, qu'il est là pour toi, n'importe qu'est-ce qui arrive, ça te donne l'esprit de dire « Wow, ça c'est l'amour, le vrai amour ». Tout à fait, tout à fait. Ben, bravo. Écoutez, Jacques, fondateur du Club des investisseurs immobiliers du Québec. C'est le premier club qu'on a eu au Québec, ça? Exact, oui. Hein? Exact. Vous avez l'air modeste par rapport à ça. On va en parler dans 2 instants. En fait, c'était fondé il y a à peu près une vingtaine d'années. En 2001, exactement. En 2001, donc 21 ans en arrière. C'est né comment, ça, cet organisme-là? C'est né d'une certaine frustration que je vivais. D'accord. J'avais beaucoup de succès en immobilier. Je viens de la région de Québec. Oui. Et je suis un gars qui aime partager les émotions, mes bons coups, autant que mes mauvais coups. Oui. Et je recule en arrière, j'ai commencé en 1983 à faire de l'immobilier. Fait qu'imaginez les salaires à ce moment-là. Et en 1984, je fais une transaction et je fais 200 000 de profit. OK. Bon, 200 000 aujourd'hui, c'est quand même intéressant, mais reculant en 1984, c'était extraordinaire. Absolument, ben oui. Moi, c'était ma première grosse transaction et là, je partage ça avec tous mes amis. Et j'ai pas reçu l'accueil que je pensais avoir. Ah, c'était quoi cet accueil-là que vous avez reçu? Je m'attendais à voir, que des gens partagent le bonheur avec moi, mais non. C'était comme une jalousie, une envie. Ben là, à un moment donné, j'ai senti une distance qui se créait entre mes amis de l'époque et moi.
Ça ne m'a pas arrêté. J'ai continué à faire des choses, mais ça me donnait une certaine frustration de voir avec qui je peux partager ça. Et voilà. En 2001, je me suis tanné. J'ai dit, je vais partir d'un club. J'allais aux États-Unis prendre des formations dans des clubs de tout ça. Et à chaque truc que j'allais là-bas, je l'appliquais au Québec, puis ça fonctionnait. Je me suis dit, en 2001, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Québec. Alors, je vais fonder le club avec une mentalité québécoise, avec des objectifs québécois. Alors, j'étais en bonne mesure pour le faire parce que je savais enseigner, pour avoir enseigné au cégep. Oui. Je réussissais en immobilier et j'avais les techniques. Et surtout, là, je vais pouvoir partager avec des gens qui vont m'écouter patiemment. Absolument. Non pas que je devienne une idole, mais au moins, je peux m'exprimer. Tout à fait. Tout en voulant aider les gens. Donc, ça comblait mon besoin. Et étant donné qu'il n'y en avait aucun, j'imagine que ça a été un succès. Donc, non seulement ça comblait vos besoins, ça comblait les besoins aussi. Oui. Parce qu'on dit, construisez-le et ils viendront y habiter. Donc, on fait un club et les membres se sont rués, littéralement, j'imagine. Tu sais, en 2002, si tu recules dans le temps, on avait vécu l'éclatement de la bulle immobilière en 1991, qui a duré 7-8 ans. Oui. Et en 2002, là, ça repartait. Fait que là, toutes les étoiles étaient alignées. Le marché s'y prêtait. Les gens avaient besoin de formation. J'étais capable de donner des formations et j'avais l'expérience pour le faire. Donc, toutes les étoiles étaient alignées pour un succès. Absolument. Alors, je l'ai vu, mais j'ai profité de l'occasion. OK. Mais là, les gens étaient suspendus à mes lèvres parce que c'était une chasse bien gardée. Les propriétaires immobiliers, avant 2000, tout à fait, ne partageaient pas du tout. C'était une chasse bien gardée, puis ils ne voulaient pas donner leurs trucs, alors que moi, j'arrivais, puis je donnais des trucs. OK. Là, il y en a qui me blâmaient de donner des trucs. J'ai dit non, je ne les donne pas, je les vends. Je les vends parce qu'il y a des cours, les gens payent. Et voilà. Ça, c'est un drôle de réflexe. Hein? Je ne vais pas donner mes trucs parce que j'ai peur de me les faire voler. Ceux qui pensent comme ça, ils ne vont pas au bout de leur raisonnement. Ben, ils crèvent, parce que les expressions simples, là, ils vont se sécher. Parce que si tu as peur, on va parler beaucoup de la loi d'attraction, si tu as peur de quelque chose, tu vas attirer quelque chose après toi. Puis moi, j'aurais un cran plus loin. C'est qu'à donner des trucs aux gens, ben les gens, là, ils ne savent pas comment le faire. Ils l'ont entendu, ils ne peuvent pas le mettre en exécution. C'est comme tu regardes un tutoriel sur une chirurgie du cœur, par exemple. Je ne suis pas sûr que je serais capable, après avoir vu une vidéo, un peu comme ça. Donc, les gens, ils font comment? Je veux juste en savoir plus. Je vais suivre le cours. Je vais avoir les formulaires. Je vais le faire moi-même. Je vais avoir un accompagnateur, un coach, un mentor que je vais appeler. Je dis, hey, excuse, Jacques, je suis dans le pétrin, je ne comprends pas ce que je fais. Donc, j'ai donné mon truc, j'ai vendu mon truc. Ouais. La personne, c'est comme un meuble Ikea, elle n'est pas capable de le monter elle-même. Elle me revient. C'est comme ça que je vois la formation. Moi, c'est exactement le cas. C'est ça, là. Dans ma philosophie, je disais, je vais tellement en donner que quelque part, ils vont sentir le besoin d'en avoir plus ou d'avoir plus d'explications. Fait qu'on me payait pour 500 $, j'en donnais pour 2000. OK, mais sachant très bien que plus tu en donnes, à un moment donné, le cerveau humain, il devient saturé. Et voilà. Donc, ils ont besoin de revenir aux soirées mensuelles du club où on pouvait échanger. Oui. Et ça faisait un noyau de réseautage formidable de gens qui cherchaient tous soit à vendre ou à acheter des immeubles ou à avoir des trucs, des gens qui avaient de l'argent, des gens qui n'en avaient pas. Okay. Donc, c'est un lieu de rencontre où on peut faire des fusions d'intérêts communs. Exactement. Puis aussi, ni plus ni moins qu'on est investisseur, d'avoir accès à de l'expertise, à une équipe, exemple notaire, exemple courtier hypothécaire, etc. Je pense que ça va être un petit peu ça. Il y a des gens comme ça qui se sont greffés au club. Là, j'imagine. Moi, j'ai construit ça en fonction de ce que j'aurais aimé avoir lorsque j'ai débuté en immobilier. Je n'avais rien. Alors là, je dis, je vais avoir des experts de toutes les sortes qui sont disponibles à répondre gratuitement aux questions des gens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et voilà. Bien sûr, je savais qu'en cours de route, je formerais des compétiteurs. Mais je m'en foutais. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Les autres feront ce qu'ils auront à faire. Oui. En autant qu'ils ne me copient pas intégralement. Ben justement, ça, c'était un sujet, tu sais, il y a deux modes de pensée. On peut faire comme, wow, je suis honoré d'avoir été copié. Je suis pas sûr que c'est la bonne réaction, là, mais... c'est toujours flatteur quelque part. Mais de l'autre côté, on est dans une entreprise de compétition. Ouais. C'est sûr que... Mais les gens ont le droit d'avoir du choix. On peut s'inspirer de quelque chose. Oui, mais de s'approprier le truc, ça, c'est une autre... La compétition, c'est pas mauvais. Ça te force à performer un peu mieux. Oui. Sauf que quand la compétition te copie intégralement, ça, c'est plus frustrant que d'autres choses. Exactement. Là, c'est justement... Je n'aimerais pas de nom, là, mais
Et voilà. Les gens vont se reconnaître. Peut-être. Peut-être. On dit ça. On parle, on jase. En tant que femme d'affaires, oui. Je regarde que la compétition est très compétitive. J'ai été comme ça déjà. D'accord. Mais c'est plus masculin. Parce que je trouve que la coopération, c'est le plus important dans ce moment dans la société. Être collaborateur vraiment, et ce qu'on fait maintenant, Jacques et moi, avoir beaucoup de collaborateurs, oui. parce que c'est plus profitable, même tu te sens bien à l'aise, savoir que tu es avec une équipe de gens qui arrivent à un but plus grand que toi-même. Exact. Donc, c'est Jacques, il est une personne très généreuse, mais c'est une qualité humaine qu'il a déjà développée. Donc, il est très généreux. Donc, ce qu'il m'a dit qui m'a frappé vraiment, c'est qu'il m'a dit, écoute, j'ai passé tellement d'adversités dans l'immobilier pour arriver dans le moment que je suis là, oui. que je ne voudrais pas que les autres générations passent pour la même chose. Si j'ai pu simplifier le chemin pour les gens, je suis là pour ça. Avec ça, j'ai dit, waouh, ça c'est un gros score, vraiment. C'est sûr, quand tu pars de zéro, d'une famille pauvre, sans argent toi-même, oui. Et j'avais d'instruction comme comptable, mais je n'avais pas d'instruction comme propriétaire investisseur immobilier. Alors, c'est sûr que j'ai frappé des murs souvent. Tout à fait. Et où sont les solutions? Je trouvais toujours des solutions par moi-même parce que la chasse était tellement bien gardée. Personne ne voulait me donner de trucs ou quoi que ce soit. J'allais les chercher aux États-Unis. Oui, exactement. Alors, ça, je trouvais ça très spécial. Et pour répondre encore à ta question, c'est une autre raison pourquoi j'ai fondé le club. Partager, aider les gens et me libérer d'une certaine frustration. Et j'ai vu juste parce que le club est devenu extrêmement gros. Il était l'origine de d'autres clubs. Encore là, je n'aimerais pas de nom, mais quelque part, ça me flatte beaucoup parce que je sens quand même si on était compétiteur, beaucoup d'admiration de ces gens-là envers moi. Absolument. Donc, on dit, donc pour moi, j'ai livré la marchandise. Oui. Souvent imité, jamais égalé. Il me semble qu'il y a un dicton qui dit quelque chose de semblable. Et vous l'avez dirigé de main de maître pendant plusieurs années, le club immobilier. Oui. Puis à un moment donné, il y a eu une passation là, des pouvoirs, si on veut, là, parce qu'à un moment donné, il y a un temps pour chaque chose dans la vie, puis à un moment donné, on veut passer à une autre étape. Donc, vous avez passé cette autre étape-là, mais vous n'êtes pas resté à rien faire. La retraite, c'est pas pour Jacques Lépine, là. Non, pas du tout. D'ailleurs, je suis toujours actif dans le club. Je suis, sans être un ambassadeur officiel, je participe encore à certaines formations et aux soirées mensuelles. D'accord. Donc, j'ai encore un certain lien avec le club. Mais non, arrêter pour moi, ça n'existe pas. La retraite, ça n'existe pas. J'ai toujours des projets en tête, puis même avec Isabelle, elle peut le confirmer. On est obligé de mettre un frein sur des projets parce qu'on en a trop. D'accord, OK. Il faut les prioriser. Il faut les prioriser. On a le goût de toutes les faire, mais à un moment donné, on a 168 heures dans une semaine. Je reviens souvent là-dessus, on a 168 heures dans une semaine. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on essaye d'optimiser, puis c'est toujours les enseignements que je partage avec Isabelle, d'optimiser notre temps à cause de ce 168 heures-là. Si tu veux être trillionnaire, bien, il faut que tu fasses quelque chose de différent des autres. Si tu fais juste essayer d'accumuler de l'argent, tu n'y arriveras pas. Non. Donc, tu dois optimiser ton temps. Et ça, les gens n'en prennent pas conscience. Tu sais, ils perdent tellement de temps. Je regarde le temps perdu à la télévision, maintenant, le temps perdu sur les écrans, à Facebook et tout ce que tu veux, tous les médias sociaux. Oui, il y a du bon. On s'en sert beaucoup. Mais il faut que tu t'en serves intelligemment pour ne pas perdre ton temps et ne pas te faire perdre ton temps par les autres non plus. Absolument. C'est sûr que c'est pas à regarder des vidéos de chats là, qui tapent sur des claviers que ça va nous instruire. Tu sais, j'ai écrit avec Ray Vincent un livre qui s'appelle Focus. C'est pas pour rien qu'on l'a écrit, parce que les gens n'ont pas de focus du tout. Puis quand je commence des conférences, souvent j'explique, on va prendre une caméra et j'ai le projecteur, puis là je brouille l'écran. Je dis, voici votre cerveau actuellement. D'accord, le brouillard. C'est brouillé totalement, vous avez tellement de choses en tête, vous voulez réussir en immobilier demain matin. Et là, j'ajuste le focus, puis là, tout d'un coup, on voit clair. Je dis, c'est ça qu'on va vous enseigner ici. D'accord. Apprendre à voir clair dans vos objectifs, premièrement, à les établir, les fixer, les mettre de façon réaliste, apprendre à gérer votre temps, mais ça va être clair, net et précis. Et là, vous allez être capable d'atteindre l'objectif. Alors, ce sont mes enseignements de base. Parce que c'est facile d'avoir des distractions. Bien. C'est comme rouler sur l'autoroute. Là. La sortie, ça a donc l'air intéressant. On prend cette sortie-là. Donc, on a une distraction et on s'évade, on s'écarte.
Mais tu sais, je ne dis pas, Guy, de devenir des robots. Non, je comprends. On reste des humains. Oui. Mais quand c'est le temps de travailler, tu travailles. Tu focuses. Oui. OK? Tu élimines tout ce qui va nuire à ton environnement à ce moment-là. Oui. Mais quand c'est terminé, là, tu fais d'autres choses que tu aimes. Ça me rappelle... Il faut avoir des distractions. Ben voilà, ça me rappelle un petit peu l'histoire de, vous savez, le vendeur de voitures émérite, Joe Girard. Oui. Joe Girard disait ça, aussi simple que « when you work, work ». Oh, Ouais, yes. c'est ça. Puis je pense que son record n'est pas encore battu aujourd'hui à ce jour chez General Motors. Ah non, il était formidable. Écoute, il ne voulait pas lui donner... Je l'ai lu son livre au tout début. Il ne voulait pas lui donner d'emploi. Il a dit, donne-moi un bureau n'importe où en arrière. Du coin dans le garage, là. Il n'y avait aucun client, aucun accès. Non, rien. Alors, il appelait, il faisait du cold call. Puis là, il disait aux gens, votre voiture est arrivée. C'était pas vrai, elle n'était pas arrivée. fait que là, la personne dit, non, je n'ai pas commandé de voiture. Excusez-moi, je me suis trompé, mais peut-être que je pourrais vous aider. En tout cas, il réussit à amener les gens dans le concessionnaire, puis il vendait 1000 voitures par année. Incroyable. Sans être sur le plancher. Incroyable, oui, oui. Détermination. Il avait besoin du pain et du beurre sur sa table, puis il est allé l'en chercher. Oui, absolument. De façon extraordinaire. Puis aujourd'hui, il vend ses cours. Il est peut-être décédé aujourd'hui. Je ne sais pas, mais c'était un as du branding et du marketing. Branding étant son image de marque, marketing étant sa capacité de se mettre en marché lui-même. Ouais. Donc, ça je l'ai vu dans une conférence. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Moi, je l'ai vu. Sur YouTube, oui, il y a quelques années, j'avais regardé. Je l'ai vu en direct quand j'ai commencé avec le Financial Freedom Group à Salt Lake City. Mais on se rencontrait en Floride. OK. Là, il arrivait dans la salle avec sa limousine. Il y avait des escortes avec lui. Puis il rentrait dans la salle. Oui. Là, il tirait des cartes d'affaires. Il tirait des cartes d'affaires. Tout le monde. Peut-être qu'il y a plus de 10 boîtes de cartes d'affaires. Puis il garochait ça. Fait que là, la leçon que vous voulez continuer de ça, regarde, ça coûte quoi, ça, de ce petit morceau de carton-là? Et voilà. Là, c'était là comme un mesquin. Puis tu les calcules, tu vas en donner juste une. Non, garoche-le. Tu sais pas entre quelle main ça va tomber. Et voilà. Et puis, la répercussion que ça va avoir sur ton entreprise. Tout à fait. Alors, arrêtons d'être mesquins sur des petites affaires qui ne vaut pas la peine d'être mesquins. Tout à fait. Donc, quel flamboyant personnage au Girard qui avait compris le concept de pour en recevoir dans la vie, il faut en donner. Exact. Et voilà. Exact. Être généreux comme vous, Jacques. C'est ça. Et Jézabel, j'en suis certain. Ah, merci. Et donc, à vous deux, parce que vous êtes, il y a une synergie. Donc, vous êtes les cofondateurs de la Société de crédit IMO Québec. Vous êtes actifs au sein d'une fondation qui porte vos noms. On y reviendra un peu plus tard. Et puis, vous êtes cofondateur du Milliardaire Mindset Club, pardon. Oui. Et j'aimerais ça vous entendre en parler un petit peu de ce club, le Milliardaire Mindset. Oui. Je commence? Oui? Oui. OK. Alors, l'idée est venue d'un dîner qu'on a eu ensemble, moi, Jézabel, Ray Vincent et Michel Hidman. Et il s'est installé une synergie sans limite. C'est-à-dire qu'on ne riait pas de l'objectif de l'autre, quoi que ce soit. On respectait l'objectif. Oui. Et là, ça nous a donné l'idée, moi, Jézabel et Ray, de partir le Milliardaire Mindset Club. Parce qu'aujourd'hui, 1 million, ça vaut quoi? Mm-hmm. Ça ne vaut absolument rien. Tu ne peux pas te retirer avec 1 million. Si tu mets ça à la banque, ils vont donner un généreux 1%. Alors, tu ne peux pas vivre de ça. Donc, il faut augmenter nos horizons. Alors, il faut le voir en fonction de milliards et non plus en fonction de millions. Oui. Bien sûr, ça frappe l'imaginaire. Et on récite un mantra à chaque réunion. Aujourd'hui, je fais 1 milliard de dollars par année. Là, je ramène ça par jour, par mois, par jour, par minute, par seconde. Oui. Là, à chaque fois que j'aborde une précision comme ça, tu vois les visages du monde. Puis même moi, des fois, je m'en fâche. Je me mets à rire. Parce que tu sais, ça sort de l'entendement normal. Oui, oui, oui. Donc, ça atteint son objectif, de frapper l'imaginaire du monde. Parce que là, tous se dire, oui, mais écoute, je gagne 100 000 par année, comment? Puis il vient me dire que je vais faire 1 milliard. L'équation, elle ne balance pas. Hein. Ouais. Quand je fais mes cours de l'immobilier, le premier cours de tout, 1 plus 1, ça fait quoi? Tout le monde dit quoi? 2. Je dis, non, vous êtes complètement dans l'erreur. 1 plus 1, ça fait 1 million. T'es malade d'épine, ça marche pas, ça fait ça. On a appris ça à la petite école, ça fait 2. Non. Change ton thinking, puis tu vas voir que l'immobilier te permet de faire 1 plus 1, ça fait 1 million. OK? Alors, ouvre tes horizons, enlève tes œillères, t'es pas un cheval, t'es un être humain, enlève tes œillères, crois en quelque chose, puis tu vas voir que de la magie s'installe. Oui. Visualise, et tout ce que tu vas visualiser va revenir vers toi. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu mettes un chèque d'1 milliard sur le plafond de ton lit, puis tu fais rien, puis t'attends. Ça ne marchera pas. Ça te prend un plan. Hein, d'ailleurs, le livre Le Secret, lorsqu'il est sorti dans les années 2000, début des années 2000, quelques années après, les psychologues n'ont jamais été aussi occupés.
Parce que des gens s'imaginaient, à cause du secret, là, j'ai le secret, j'imagine, je mets mon chèque d'1 million au plafond, puis j'attends. Et voilà. Ça marche pas de même, la vie, là. Faut que tu aies un plan, faut que tu le mettes en action, faut que tu visualises, mais ça ne viendra pas tout seul. Tout à fait. Ça arrive à l'occasion des Fortune Overnight, mais c'est des exceptions. Des Bill Gates, il n'y en a pas 200. Non. Steve Jobs, il n'y en a pas 200. Toute la gang de super riches, il n'y en a pas 200. Il y en a quelques-uns par génération. Là. C'est ça. Alors, est-ce que toi, c'est possible? C'est pas impossible, mais veux-tu, on va se faire un plan où les choses vont être possibles. Exact. Et en visant ce plan-là, il se peut qu'il arrive des choses inimaginables en cours de route, mais au moins, tu vas aller vers quelque chose. Tu vas avancer d'un pas à la fois. C'est le proverbe chinois qui dit, avant de faire 1 kilomètre, il faut que tu fasses 1 mètre. Hein? Oui, hein? C'est pas de sauter 1 kilomètre d'un coup, tu ne seras jamais capable. Non, tout à fait. La voiture qui nous disait ça. Oui, le problème... La journée de milieu commence par un premier pas. C'est ça. Le problème de ça, tu peux bien sûr avoir une croissance inimaginable dans un an. Mais le problème, c'est que si tu n'es pas bien structuré, tu vas avoir un gros crash. Oui. Parce que vraiment, pour agrandir, Jacques toujours l'a dit, et même beaucoup de spécialistes dans les affaires ont dit, c'est important d'avoir une croissance, une stabilité, après une croissance, une stabilité, parce que oui, c'est vrai, on est des humains et l'ambition est là. Oui. Donc, dès que tu regardes que l'argent rentre, ou que les clientèles viennent bien, il y a deux choses à faire parce que vraiment, on travaille avec l'éthique. Pour nous, l'éthique, c'est plus important vraiment que l'argent. Et même les gens derrière tous les projets qu'on a. Donc, on a deux choix, toujours. Oui. Parce que j'ai travaillé avec des chaînes américaines. Et il y a des Américains qui prennent l'argent, et après, on va voir. Mais il y a un autre chemin de faire. Tu regardes la structure et tu dis, j'arrête de prendre l'argent parce que pour le moment, je ne peux pas donner les services à 100% personnalisés comme c'est mon devoir. Et tu arrêtes, tu fais ton stabilisation et après, tu vas faire la croissance encore. Donc, pour nous, c'est très organique. Et c'est pour ça que la Société de Crédit Immo Québec s'agrandit de manière organique parce qu'on n'a jamais fait vraiment de publicité, quelques petits podcasts, quelques choses comme ça. Mais maintenant, on a dans le moment d'agrandir de manière internationale même parce qu'on a déjà fait une bonne structure. Mais dans ce moment de l'économie, pour nous, c'est un respire vraiment. Parce que maintenant, c'est le moment d'affiner les détails pour que quand l'économie ça retourne à normal, parce que ça va retourner, ce sont des cycles économiques qu'on a vécu, ça fait même les Grecs, les Romains ont vécu des choses comme ça. Donc, ça va venir une nouvelle époque d'abondance et de stabilité. Donc, pour ce moment, on va être prêt pour dire à notre client, voilà, viens avec nous, on est prêt pour vous dans une meilleure façon. Donc, ça dépend de l'éthique. Hein. Pour nous, travailler éthiquement et dire, ce n'est pas le moment. Oui, l'argent est là, mais je regarde que mes clientèles se sont insatisfaits parce que je ne donne pas les bons services à la clientèle à cause de que je ne suis pas préparée. Donc, j'arrête. Et pour nous, c'est important d'avoir une balance. C'est important ce que Isabelle vient de mentionner parce qu'on le voit encore plus dans le financement, des gens qui ne pensent qu'à la croissance. Acheter des immeubles sans se soucier de ce qu'il faut derrière. Ils n'ont pas d'équipe administrative. Alors, ils se ramassent, ils achètent, mais ils ont un haut taux de vacances. Fait que tôt ou tard, ils vont pogner un bouchon. Absolument. Alors, ils se mettent dans des situations très dangereuses et on refuse des prêts. Non pas que les garanties ne semblent pas bonnes, mais leur expansion est trop rapide puis ils ne pensent pas du tout à la stabilisation. J'ai beau leur dire, non, il faut que tu te stabilises, arrête. Fais un pas en arrière pour faire de meilleurs points en avant, mais stabilise-toi. Non, on va acheter, puis on ne peut pas passer à côté de ça. Ben, OK. On va se revoir chez le syndic un jour. Oui, ça va aussi loin que ça. C'est drastique, mais ça peut être aussi loin que ça. Donc, dans le fond, c'est que vous roulez la pédale dans le tapis en direction d'un mur. Ben, écoute, c'est de la croissance d'entreprise, que ce soit immobilier ou n'importe laquelle. On ne peut pas être juste en croissance. Il faut la gérer. Il faut la gérer. Oui. Et puis, il faut s'organiser, comme Isabelle mentionnait. Il faut s'organiser, se structurer de la bonne façon pour être capable d'en accepter plus, puis d'en faire plus. OK? Sinon, comme je disais, juste prendre de l'argent. Oui, mais à un moment donné, elle va où l'argent? Tu fais quoi? Tu n'as plus le contrôle de tes dépenses. Exact. Alors, moi, j'ai appris de Eugène Tassé, un vieux millionnaire. De l'Outaouais, oui. Ben oui. Alors, je vois mes bureaux avec lui, de Eugène Tassé.
Et il disait, Jacques, l'important, c'est pas le chiffre d'affaires que tu fais, c'est ce qui reste dans tes poches. Mais oui. Là, moi, je comprenais pas. Mais à un moment donné, j'ai compris. Regarde, ça donne rien de faire 1 milliard de chiffre d'affaires. Si tu restes 100 000, t'es mieux de faire 1 million de chiffre d'affaires pour avoir le même 100 000. Tu vas travailler 1000 fois moins. Oui. OK? Alors, c'est ce qui reste dans tes poches qui compte. Puis ça, Jésabel, elle l'a compris. Oh oui, vraiment. Elle a compris. L'important, tu sais, on peut flasher, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais tu sais, s'il faut que tu vendes 4 fois plus ou 5 fois plus pour arriver au même revenu net après impôt. Tout à fait. Ça donne quoi en bout de ligne? Ben oui, justement, parlons-en du revenu net. Donc, est-ce que à l'époque où vous aviez acheté, mettons, votre premier 6 logements, on va prendre un exemple, là. Ça pouvait être en quelle année, ça, que vous avez acheté votre premier 6? J'ai acheté mon premier immeuble en 1983, un 5 logements. Un 5 en 83. Est-ce que la façon dont on calculait les ratios pour le financement, etc., ça a changé au fil du temps? Pour les banquiers, oui. OK. Pour les investisseurs, non. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est que, sans vouloir insulter personne, c'est que les banquiers, à ce moment-là, n'étaient pas en connaissance. Oui. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup avec Desjardins. Il y avait la commission de crédit. Il y avait 3-4 monsieur qui arrivaient, puis OK, approuvé, refusé. Alors, il n'y avait pas... Et tout ce qu'ils me demandaient, donne-moi une copie des baux, une copie du compte de taxes. C'est tout. Même pas les dépenses d'opération, rien. Non. Là, OK, accepter, refuser. Moi dans ma tête, je regarde, je n'ai pas de bon sens. Ils acceptent des prêts. Oui. Et là, le financement était réellement beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Oui. Alors, financer à 100 % c'était extrêmement facile parce qu'ils finançaient sur la valeur marchande. Oui. OK? Non, pas la valeur économique. On ne parlait pas de la valeur économique. On ne savait pas c'était quoi la valeur économique. Si ça existait, ce terme-là, bien entendu. Là. Dans le petit immeuble. Okay? Oui. Dans le gros, peut-être qu'on le faisait. D'accord. Mais dans le petit immeuble, on ne connaissait pas la valeur économique. Donc, en 1991, lorsqu'il y a eu l'éclatement de la bulle immobilière, oui. les banquiers se sont ressaisis. Écoute, oui. Il semble qu'on ait fait des erreurs. C'était évident. Les taux d'intérêt, c'était pas les mêmes. Hey, je payais 11,25 en 91. 11,25 d'intérêt. Oui. C'était beaucoup. Moi, pour te relancer, Guy, en 1984 ou 85, j'ai acheté des immeubles à 24 d'intérêt. Yahoo! Alors, imagine, la valeur des immeubles était à leur plus bas. Les institutions financières m'appelaient et me les offraient financés à 100 Imaginez. OK? Wow. Et là, tout le monde me disait, tu vas te péter la gueule. Là, j'ai dit, écoute, moi, viens là. Oui. Je viens de partir, j'ai 0. Oui. Alors, je vais perdre quoi si j'ai 0? Ah, c'est ça, hein? Je vais rien perdre. Ça, c'est un comptable qui parlait, là. Alors, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, puis je me pèterai la gueule si j'aime me la péter, mais je ne me la pèterai pas. Alors, c'est ça. Fait que une année après, ça a baissé à 8 Oui. Fait que mes immeubles ont triplé de valeur. Imaginez. Alors, j'ai pas de mérite. Le seul mérite, c'est que j'ai osé le faire. C'est un bon gamble. C'est un bon gamble. J'avais rien à perdre. Puis moi, je me disais, dans ma logique de débutant, ça se peut pas. Le Canada va faire faillite si ça reste à 24 puis le Canada ne peut pas faire faillite. Dans ma tête, j'avais aucune norme pour le décider, là, mais dans ma tête, le Canada ne peut pas faire faillite. C'est ça. Moi, à la faculté de droit, on avait un professeur qui nous disait, là, quand tous vos arguments sont épuisés, là, plaidez le GBS. Là, c'est quoi ça? Le gros bon sens. Fait que vous y allez avec le gros bon sens, le GBS. C'est ça. Ça ne peut pas faire faillite un pays, là, pas le Canada. Non, de même Canada, c'est un pays très stable. Oui. Parce qu'en Mexique, par exemple, notre taux d'intérêt pour avoir une maison, j'ai une maison à Mexique, j'ai payé mon premier copie immobilière, c'était à 12%. D'accord. D'intérêt. C'est beaucoup. 12. C'est très cher. Donc, oui. Et tu ne peux pas le choix d'avoir un refinancement. Donc, c'est ici, c'est wow. Vraiment, c'est la place. J'ai toujours dit à Jacques, pour moi, vraiment, je sais que peut-être j'ai 5 ans ici, mais pour moi, c'est le paradis. Même pour la culture, les gens et la langue. C'est un petit spécifique et dur, mais quand tu comprends qu'il y a derrière de la langue et la culture, tu vraiment sens la synergie avec la place, parce que même Canada, c'est un pays très naturel. Oui. Et on a l'eau pure, imagine-vous. Ça, c'est comme l'or. C'est de l'or bleu. Mais oui, c'est vraiment la vie. C'est la vie. Tout à fait. On a de bels endroits. Et même l'immobilier, on va avoir plus d'immigration de plus en plus à cause du plan de gouvernement. Donc, l'immobilier ici, c'est la place. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu tristes et on voudrait les changer. Mais dans chaque pays, ils ont ces défis. Absolument. Mais ici, les défis, ce sont vraiment moins
que dans les pays comme les miens, Mexique, ou même les États-Unis, que l'économie, c'est toujours ici, là, c'est comme vraiment l'adrénaline pure. Oui, il y a beaucoup d'instabilité au sud de notre frontière. Oui. Je comprends ça. Mais ici, on est, pour employer un terme biblique, on est la terre promise. Ici. On est la terre promise, une terre d'opportunité. On est un grand pays en superficie avec une très petite population. Oui, oui. C'est ça qu'il y a juste la bande du sud qui est habitable. Mais il se passe différents phénomènes. Par exemple, le phénomène atmosphérique actuel, oui. Réchauffement de la planète, ça va favoriser pour augmenter la partie habitable, la partie cultivable du Canada. Alors ça, c'est beaucoup. Le Canada, il commence à en parler un peu. Ils veulent monter la population à 100 millions d'ici l'année 2100. Alors, on a beaucoup de chemin à faire. On est 36 millions. Absolument. Donc, la seule façon de le faire, étant donné qu'on a arrêté de se reproduire, il faut avoir de l'immigration qui va se reproduire. Oui, tout à fait. Donc, le pays, comme on l'a connu dans ma jeunesse à moi, ça n'existe plus. C'est terminé. Ça n'existe plus. Et ça ne reviendra pas non plus. Donc, il faut adaptez-vous. Voilà. C'est comme ça. Donc, il va y avoir de plus en plus d'immigration. Et plus tu vas recevoir d'immigration, bien, ça va créer un boom économique à tout niveau, là. Et bien sûr, là, le Québec peut-être est un peu désavantagé avec des lois pour la langue française. Donc, le reste du Canada va évoluer, selon moi, c'est mon opinion personnelle, plus rapidement que le Québec, parce qu'ils vont accepter plus d'immigration anglophone, qui vont parler anglais. Oui. Donc, le Québec va s'isoler davantage, selon moi. Alors, on va peut-être rester à 8 millions, 5, tandis que le reste du Canada va monter jusqu'à 190 millions. Tout à fait, tout à fait. Écoutez... Je ne ferai pas de politique, mais je pense que nos décideurs, que l'on élit, on a encore la chance de pouvoir les élire. Ouais. Non, mais c'est vrai, on fait partie d'une démocratie. C'est au bout de nos doigts de leur demander et d'exiger de eux qu'ils fassent ce qui est bon pour la province de Québec. Parce que, comme pour rebondir sur ce que Jacques vient de dire, il suffit d'aller dans la grande région de Toronto, ce qu'on appelle le GTA, pour s'apercevoir qu'il y a tellement de richesses dans le Grand Toronto. Il y a tellement à cause de, justement, l'immigration de qualité, beaucoup de... L'économie est florissante. Écoutez, les autoroutes sont impeccables. Je suis allé au mois de mai. J'ai habité 6 ans dans le coin de Toronto il y a plusieurs années. Mais pour voir à quel point... Je veux pas qu'on se compare, là, mais on dit, oui, on a, sans jeu de mots, on a du chemin à faire encore, mais on est capable parce que il y a une terre d'opportunités, puis ça nous inclut ici. Alors, on a des défis au niveau des logements. Il nous manque des centaines de milliers de logements pour loger les gens convenablement. Oui, mais on a beaucoup de rattrapage à faire. Beaucoup de rattrapage. C'est faisable, je crois bien. Oui, c'est faisable, mais il va falloir que les politiciens changent d'orientation. Parce qu'on est beaucoup trop socialiste, on prend beaucoup trop la France comme modèle, qui, tant qu'à moi, c'est pas un modèle à prendre. Non. C'est incontrôlable, la France, actuellement. Puis là, on prend des modèles de la France, puis de la France, puis de la France. Alors, il va falloir que les politiciens changent, puis il va falloir que le système politique change aussi, parce que l'élection populaire, oui, c'est correct, c'est une démocratie, mais on devrait choisir des candidats mieux que ça. J'en ai fait de la politique, là, puis c'est scandaleux. C'est scandaleux de voir comment ça se produit, puis les décisions qui sont prises par des gens incompétents. C'est normal, on prend n'importe qui, puis on l'élit. Je décide de te présenter, on ne sait même pas, tu n'as aucune expérience d'affaires, aucune expérience. Non. Tu as souvent très peu d'instructions, puis là, tu es élu, puis tu prends les décisions pour le peuple. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Alors là, on se ramasse qu'il y en a quelques-uns, dans tous les gouvernements, sans faire de politique. M. Fitzgibbon, c'est un milliardaire, c'est pas un nono, c'est pas un deux de pique en affaires. Non. Alors comment est-ce qu'il est contesté de par ses décisions? Absolument. Bon, le système dit il faudrait que tu sois dans une fiducie, sans droit de regard. Est-ce que le gars va tout abandonner? Lui, il rend service. Il n'a pas besoin de ça. Là. Il n'a pas besoin de ça pour vivre, les autres. Alors, il rend service à la population, mais comment est-ce qu'il se fait achaler puis écraser? Absolument. Alors ça ne fait que nommer que lui, mais il y en a d'autres. Mais d'un autre côté, tous les petits députés qui sont élus, dont certains s'en vont là pour essayer de faire 2-3 mandats pour avoir des fonds de pension. Absolument. Il y en a qui sont même élus à leur grande surprise. Oui, c'est ça. C'est arrivé. Alors, il faut que le système soit repensé. Et, mais même s'il est repensé, le remettre en action avec des gros partis politiques qui ne veulent pas, justement, que ça change pour garder le pouvoir. Ça fait partie de promesses électorales qui ne sont pas tenues. Nous allons réformer le mode électoral, la proportionnelle et tout ce qu'on voudra. Puis on arrive, une fois élu, on fait comme... Oh, ben finalement, ce ne sera pas pour tout de suite. Tu sais, que ce soit provincial, municipal,
au fédéral, moi, dans ma tête, je regarde l'aéroport Mirabel, qui est un scandale encore après 40-50 ans. Oui. Ça n'a aucun bon sens d'avoir mis un aéroport dans cet endroit-là. Là, aujourd'hui, ils sont quasiment en train de la fermer. Ils ont fermé une piste. Ils ont dépensé 500 millions pour repaver la piste. Puis là, ils viennent de la fermer. Ils l'ont loué à Lyon, là, pour faire des tests d'autobus sur une des pistes. D'accord. Alors, en tout cas, je ne veux pas embarquer dans la politique. Là, mais on va revenir à notre sujet. Et tout, il y a un lien à l'immobilier parce qu'à l'époque, on avait exproprié des agriculteurs, puis on le sait, il y a eu véritablement des drames humains derrière les expropriations massives causées par l'arrivée ou l'annonce de Mirabel. Tu sais, Mirabel qui était finalement une fausse bonne idée. Là. Oui, mais aussi je crois que dans tous les pays, c'est important d'avoir une participation avec, ici, par exemple, les gens de l'immobilier avec la ville ou la municipalité que tu travailles pour avoir une ouverture, on va dire, pour travailler des projets qui vont amener plus de taxes pour la ville et on va peut-être avoir moins de crises de logement si on travaille ensemble. Parce que ça, c'est les clés, travailler ensemble. Ça t'amène un bon point, Josabelle. Pas le système. Là, aujourd'hui, on regarde le système qu'on a eu. On a eu la Régie du logement qui est devenu le tribunal administratif du logement, qui ont toujours mis un bâton dans les roues aux propriétaires immobiliers en minimisant l'augmentation des loyers pour protéger les loyers sociaux. Bon, là, on se ramasse 40 ans, 50 ans plus tard. Le parc immobilier est complètement désuet, pas entretenu du tout. Et là, on est surpris que des investisseurs immobiliers font de la rénoviction. Et là, la grande hypocrisie des villes, non, socialement parlant, c'est inacceptable. Mais de l'autre côté, lorsque le même immeuble double de valeur, qu'on va chercher 2 fois de revenus de taxes, ça, ils n'en parlent pas de ça. Non, c'est vrai, ça. Okay. Alors, on n'en parle pas de ça. On parle juste pour aller chercher des votes. Et voilà, on fait des choses pour être populaire. Alors là, actuellement, à Montréal, c'est pour être populaire. Ça a marché. La mairesse a été réélue. Mais regarde le parc immobilier à Montréal, c'est affreux, C'est ça. Mais quand on fait des scandales dans les journaux, les pauvres locataires sont mis à la porte. Mais le tribunal administratif du logement est en partie responsable de ça aussi. Il a toujours limité les augmentations de loyer. Le propriétaire ne pouvait pas rénover d'aucune façon. Non. Il fait ça pour essayer de... Et là, on réussit à transmettre ça aux méchants propriétaires qui font des millions. Mais c'est faux. Ils ne font pas tous des millions. Non, bien exactement. Puis ceux qui mettent du CAPEX dans leur immeuble, ils vont recouvrir l'immobilisation au bout de 40 ans. Tu sais, c'est comme... C'est pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. J'ai fait une montée de laine une fois lorsque c'était le ministre Bertrand au PQ. Oui. Je me réveillais en pleine nuit, j'étais en Floride, je faisais de l'insomnie. Je vais écrire au ministre parce qu'il voulait changer le code des procédures civiles. Oui. Et pour l'éviction des locataires, après une décision de la Régie du logement, il voulait donner 3 ou 4 mois de plus. Fait que là, j'ai écrit en pleine nuit au ministre. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais ma gang, j'avais 35 000 derrière moi. D'accord. J'ai écrit au ministre, j'ai dit, vos conseillers, là, ils vous aveuglent. Vous pensez que la majorité des propriétaires détiennent 800 portes. Donc, c'est faux. La majorité des propriétaires du Québec détiennent des duplex et des triplex. OK? Lorsqu'un locataire ne paye pas, OK, il y a 50 de ses loyers qui ne rentrent pas, il est en mauvaise situation déjà le premier mois. Oui. Là, il va tolérer parce que c'est un bon gars, 2 mois, 3 mois, puis là, il s'en va à la régie, il va prendre un autre 2-3 mois avant d'avoir le jugement, puis là, vous voulez donner 3-4 mois de plus. Oui. Donc, il va être un an, pratiquement, sans avoir de revenus. Oui. Je m'excuse, mais vous êtes complètement hors la traque. Là, j'ai envoyé la même lettre à tous les membres du club. J'ai dit, envoyez-la au ministre. D'accord. Donc là, ça a marché. Inondé. Ça a marché. Il a été inondé. J'étais sur la plage à Pompano Beach, puis les journalistes m'appelaient, est-ce qu'on peut avoir une entrevue avec vous, M. Lépine? À un moment donné, le ministre lui-même m'a appelé. Il m'a dit, on a compris. OK, on a compris. On n'avait pas vu ça comme ça. Vous pouvez cesser, on a compris. Très bien. Voyez-vous, le pouvoir, mesdames et messieurs, d'une simple intervention de quelqu'un qui est crédible, puis derrière qui il y a des gens qui se liguent. Donc, où est-ce que ça peut nous amener? Ensemble, on va plus loin. Mais c'est oui, ça, exact. C'est ça. Exact. Pour moi, c'était logique. Puis c'était évident qu'il n'y avait pas les bonnes données. Tout à fait. Il n'y avait pas les bonnes données de ses conseillers. Tout à fait. Alors, en tout cas, c'est ça. C'est une belle anecdote, ça. Mais oui, la croyance... La force de faire changer les choses, le pouvoir de faire changer les choses. Des fois, on fait comme « Oh, ça sert à rien ». Non, oui. C'est pas vrai. Si on fait rien, ça fait rien. Ça vaut la peine d'être essayé. Ta conscience est tranquille, que tu fais quelque chose de correct. Parce qu'il y a une fausse croyance aussi, je crois, pour les locataires, de penser que tous les investisseurs immobiliers sont tellement riches. Mais vraiment, c'est un défi parce que tu devrais avoir un très beau logement
pour que les gens restent avec toi plusieurs des années. Le plus que tu veux, c'est qu'ils sont contents. S'ils sont contents, tu es contente parce que tu ne vas pas avoir des logements vides. Et de même, c'est prouvé psychologiquement que si tu habites dans une place propre, une place, tu te bien, on va dire, maquillé, tu te sens riche, tu te sens que tu le mérites. Oui, tout à fait. Comme une humaine. C'est pour ça que quand on regarde les bâtiments à Montréal, que se sont mal traités de certaine façon, c'est dépressif. C'est une sensation de « wow », c'est dépressif, c'est automatique. Donc, si on parle de ça, je pense que même les locataires seront contents de savoir que les propriétaires des logements font le mieux pour eux, parce que ça, c'est le début. Le bonheur des locataires. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, il y a des décisions politiques, je regarde encore à Montréal, ça ne tient pas la route. La Ville de Montréal, encore là, c'est mon opinion. Là. Allez-y. La Ville de Montréal met un droit de premier regard sur tous les terrains qu'il y a à vendre. C'est-à-dire que si elle voit un intérêt pour un logement social un jour ou l'autre, elle va le prendre, le terrain. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas d'argent pour construire des logements sociaux. C'est ça, exactement. Alors, tu es mieux de laisser l'entrepreneur faire quelque chose, exiger peut-être qu'il y ait plus de participation sociale, des logements moins luxueux, je ne sais pas, mais pas bloquer ça exactement comme ils le font là. Non, tout à fait. Alors, ça, c'est un... Tu sais, les dirigeants sont... En tout cas, tant qu'à moi, j'attribue ça à de l'incompétence. Oui. Tu as beau avoir les conseillers que tu veux, mais si toi-même, à la base, tu n'es pas compétent pour prendre des décisions, ça ne va pas très bien. Absolument. Et si on a un entourage d'incompétents, ou en fait des gens qui ignorent, puis ce qui est encore pire que ça, c'est que s'ils ignorent qu'ils ignorent, ce qui est la double ignorance, ça, c'est mortel. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne le savent pas. Donc, en faisant des droits de préemption à gauche, à droite, sous prétexte de conserver des terrains pour d'éventuels logements sociaux, puis qu'après ça, venir pleurer devant... Excusez, c'est moi, j'assume cette opinion, de venir, en fait, presque pleurer devant les médias en disant « mais c'est la faute ». Puis là, on pointe les paliers de gouvernement. Tout le monde sauf soi-même, tu sais. Puis quand tu pointes, il y a 3 doigts qui pointent dans ta direction en passant, hein, quand tu pointes quelqu'un d'autre comme étant le responsable. Alors, oui, mais la bonne chose, c'est que tous les gens de l'immobilier, les gens qui se sont vraiment dans un moment de partager comme Jacques et des autres, ils sont ouverts pour parler avec les personnes qui prennent la décision. S'ils voudront avoir un conseil, viens, parle avec Jacques, avec les gens qui font des gros investissements immobiliers qui peuvent te donner une vision différente. Exactement. Les journalistes, excuse-moi, mais les journalistes ont trop de pouvoir, d'une certaine façon. Ils font des scandales avec... je n'aimerais pas de nom de personne. Une petite madame qui faisait de l'investissement immobilier, puis un journaliste qui l'a pris en opposition, puis a sorti 4 articles en ligne sur elle. Alors, les 3 derniers, le premier est intéressant, mais les 3 derniers, il n'y a pas raison d'être. Alors, mais tu sais, je ne lui donne pas carte blanche sur tout, la fille, là, mais il reste quand même qu'elle contribuait à augmenter la valeur des immeubles, à améliorer la qualité de vie des gens dans des quartiers qui étaient en désuétude. Et là, on fait un scandale avec ça. Puis les gros méchants qui font de la rénoviction, les gros méchants. Mais chacun sont payés pour, chacun accepte volontairement. Et tout d'un coup, on décide que c'est pas bon. Il y a des organismes sociaux, comme la Frappru, qui vont voir quelqu'un comme ça. Puis là, même s'il a été payé pour, ils font changer d'idée puis ils font des scandales avec ça. Exactement. Ça, c'est un dossier qui est à suivre. Écoutez, je pense que je vais vous réinviter, vous deux, pour un autre épisode Ensemble, on va plus loin. Donc, si vous le permettez, on va mettre une petite virgule à notre discussion qui est vraiment fort intéressante. Puis on reprend ça dans un autre épisode, vous êtes d'accord? J'aimerais ça te parler de la passion dans un autre épisode. On va parler de la passion, de Jacques. Et de le côté humain qu'il y a derrière les locataires et derrière les investisseurs immobiliers. Parce que tu peux faire une faillite avec une personne qui a travaillé toute sa vie et ce sont les épargnes de toute sa famille pour mettre en un triplex. Donc, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Tout à fait, et auxquelles il faut s'arrêter, comme on va s'arrêter ici. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. C'était Ensemble, on va plus loin en compagnie de Jésabelle Cortès-Lépine et de Jacques Lépine, mes invités, que je vous remercie beaucoup encore une fois. À très, très bientôt. À très bientôt. Merci de l'invitation. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.